de top départ. Bonjour à tous, je vous demande une nouvelle fois de vous rapprocher. Alors, 10 mois après ces terribles massacres, et malheureusement des chiffres, une fois de plus, que nous allons devoir évoquer pour mesurer l'ampleur de la tragédie. Le premier chiffre, au bout de 10 mois, que je vais vous communiquer, c'est 50 000 morts. 50 000 morts déclarés, ce qui veut dire que nous savons qu'il y en a encore bien plus que ça. Mais les chiffres officiels qui nous sont communiqués par les autorités palestiniennes de Gaza sont de 50 000 morts à Gaza actuellement. Ça veut dire que si on rapporte ce chiffre à la population française, ça veut dire qu'il y aurait actuellement en France 1 500 000 morts si on rapporte ce chiffre, ce qui est colossal bien évidemment. La question, c'est qu'au bout de 10 mois, qu'est-ce que cette population a fait pour subir ce sort tragique? Qu'a-t-elle donc fait? Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle se retrouve dans le camp de concentration de Gaza. Comment peut-on appeler ce lieu si ce n'est un camp de concentration? Voilà plus de 17 ans que la population de Gaza, nous parlerons de la Cisjordanie plus tard, plus de 17 ans que la population de Gaza subit un blocus absolument atroce. Qu'est-ce que c'est qu'un blocus? D'abord, ça veut dire que vous n'avez pas le droit déjà de sortir. Ils sont complètement enfermés, ils sont privés d'eau, ils sont privés d'électricité et ils sont privés de soins. Comment est-ce acceptable? C'est-à-dire que nous avons souvent en tête cette date du 7 octobre. Ne nous laissons pas avoir. Le blocus sur Gaza a démarré bien avant, il y a 17 ans. Et la situation en Palestine dure depuis 1948. Donc quand on vous parle du 7 octobre, surtout ne vous laissez pas avoir et reparlez surtout de ce rouleau compresseur colonial qui agit depuis 1948 à une cadence plus ou moins rapide. Voilà ce que c'est que l'occupation et voilà ce que c'est que l'occupation à l'israélienne. Comme si cela ne suffisait pas, les enfermer, les priver de tout, on les bombarde pratiquement depuis 2006, pratiquement tous les 2 ans, on bombarde les Palestiniens de Gaza. Tous les 2 ans, il y a des morts, tous les 2 ans, il y a des blessés, on les prive de soins et ils sont comme ça pris dans cet engrenage d'avoir à gérer de la survie. Quand je parle de ces bombardements, c'est parce que ces bombardements, depuis fort longtemps, tous les 2 ans en moyenne, laissent pas mal de blessés. Ces blessés-là, actuellement, il faut en parler, j'ai parlé des morts, mais ces blessés-là, actuellement, qui sont à Gaza actuellement, il y en a plus de 100 000. Une fois de plus, si je rapporte ces 100 000 blessés à la population française, ça veut dire 3 millions de blessés que nous croiserions tous les jours sur notre chemin, dans les routes. Qu'est-ce que sont ces blessés? Je ne vous parle pas de blessés, d'égratignures ou autres. Je vous parle réellement de blessés, c'est-à-dire 90% de ces blessés, ce sont des gens qui sont amputés. Ils sont amputés d'un bras, 2 bras, voire une jambe, 2 jambes, et voire parfois complètement démembrés. Voilà ce que vivent actuellement cette population de Gaza. Comme Israël, évidemment, aime bien les records, je vais vous en citer un autre. 2500 enfants actuellement, 2500 enfants qui sont amputés depuis plus de 10 mois. Vous m'entendez? Donc 2500 enfants amputés, c'est un record historique.
Ça n'a jamais existé d'avoir amputé autant d'enfants en si peu de temps. Comment se procède, comment on fait pour amputer des enfants à Gaza? Nous le savons tous. Ces amputations se font sans anesthésie, c'est-à-dire qu'on ampute les enfants à vif. Voilà ce que c'est que la seule démocratie du Moyen-Orient. Elle bombarde, on doit amputer et on empêche les gens de se soigner. Voilà un petit peu le tableau de ce qui se passe actuellement. Il y a de l'aide humanitaire qui parvient un petit peu au compte-gouttes, mais cette aide humanitaire, elle est, comme vous le savez souvent, elle est bloquée dans les points de passage, notamment à Kerem Shalom, qui est l'un des points de passage pour laisser passer l'aide humanitaire. Et vous savez que les colons et la population israélienne s'organisent à chaque fois pour empêcher que l'aide humanitaire puisse rentrer à Gaza. Voilà. Donc ça aussi, je pense que c'est important de le préciser parce qu'on nous dira souvent oui, mais il y a tant de camions, mais les camions ne parviennent pas du tout, c'est pas vrai. Et sous couvert par tous les colons, les Israéliens qui empêchent ces camions de rentrer, sont protégés bien évidemment par l'armée. Voilà, ça aussi il faut le savoir. Donc, tout ça, évidemment, on ne le dira pas dans les médias. On ne dira pas que depuis le 7 octobre et un peu plus ces derniers temps, les choses s'accélèrent. Cette pauvre population de Gaza, à qui on demande parfois plusieurs fois par jour de se déplacer. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est que de demander à une population de se déplacer. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'aller vous réfugier quelque part, et puis on vous dit vite, vous avez très peu de temps, vous devez partir. Si vous ne partez pas, on vous bombarde. S'ils partent, ils sont bombardés aussi. Quand ils arrivent, là où on leur demande d'aller, ils sont à nouveau bombardés. Ils vont chercher de l'eau, ils sont bombardés. Ils vont chercher à manger, ils sont bombardés. Que faire face à ça? Alors, ce qui est vraiment intolérable et insupportable, évidemment, c'est le silence. C'est le silence de nos gouvernements, évidemment. Alors, plus qu'un silence, je dirais, c'est une collaboration directe quand on sait que les États-Unis arment de manière massive pour commettre ce génocide, avec le soutien de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre. On est plus surpris que les médias non plus se taisent, évidemment. Donc, les médias, évidemment, ne diront pas tout ça. Et évidemment, ce que nous réclamons, c'est que nous devons prendre conscience que nous avons une responsabilité, au moins, c'est de ne pas se taire. Parce que si nous ne parlons pas, qui va le faire? Qui va parler? Et ça, c'est important de crier haut et fort, de dire qu'il y a un génocide à Gaza, et je vais vous demander de répéter très fort qu'il y a génocide à Gaza, on ne se taira pas. 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 Génocide à Gaza, on se taira pas. Génocide à Gaza, on se taira pas. Génocide à Gaza, on se taira pas. Génocide. On n'arrête pas de nous dire non, non, c'est pas un génocide. Si c'est pas un génocide, j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est? Nous font croire que c'est une guerre contre le Hamas. Depuis 1948, c'est une guerre contre qui? Les massacres dont on oublie, qu'on ne parle pas et qu'on devrait rappeler à chaque fois, j'en ai que deux en tête. Le massacre de Deir Yassin, le massacre de Sabra et Shatila, c'était qui? C'était le Hamas déjà? Non. Donc, évidemment que c'est un projet colonial qui est né il y a fort longtemps et qui continue petit à petit à exterminer et à chasser la population palestinienne de sa terre. Voilà le projet israélien. Il n'y a ni Hamas ni rien du tout.
Tout à l'heure, mon collègue viendra parler de la Cisjordanie. Et la Cisjordanie, qu'a-t-elle à voir? Je vais vous lire un poème écrit par Tim Follet et qui a fait le tour des réseaux sociaux parce qu'il y a eu une interprétation qui a été faite de ce poème et avec la musique de Beethoven, le premier mouvement de la sonate au clair de lune, qui a été joué par Jason Gilliam, qui est un pianiste austro-britannique. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ce pianiste a joué lors d'un concert à Melbourne et a rendu hommage aux morts de Gaza. Il a été immédiatement sanctionné. Il a été sanctionné et interdit de concert par la suite à Melbourne. Donc vous pourrez voir cette vidéo sur YouTube si vous tapez le titre qui est « Je ne détournerai pas le regard ». Il n'y a pas la musique, c'est dommage, parce qu'avec la musique, c'est vraiment très touchant. Vous l'écouterez chez vous. Je ne détournerai pas le regard. Quelle que soit l'horreur de la situation, je ne détournerai pas le regard. Quel que soit le nombre d'enfants que je vois tués et blessés de la façon la plus effroyable qui soit, je ne détournerai pas le regard. Quelle que soit l'ampleur de la souffrance humaine que je constate en gardant les yeux rivés sur Gaza, je ne détournerai pas le regard. Peu m'importe le nombre de cauchemars que je fais, je ne détournerai pas le regard. Peu m'importe le nombre de larmes que je verse, je ne détournerai pas le regard. Quel que soit le nombre de raisons que les propagandistes et les manipulateurs inventent pour que je regarde ailleurs, je ne détournerai pas le regard. Peu m'importe le nombre d'insultes et d'accusations dont je suis la cible pour avoir refusé de détourner le regard, je ne détournerai pas le regard. Peu m'importe s'il est bien plus facile de détourner le regard, je ne détournerai pas le regard. Je ne détournerai pas le regard. Je ne me laisserai pas distraire. Je ne me perdrai pas dans la torpeur du refus de la réalité. Je ne ferai pas tout mon possible pour prétendre que tout est normal et que la vie est fondamentalement belle. C'est une promesse dérisoire, vraiment, peu de choses. Mais c'est tout ce que j'ai à offrir. Cet engagement simple et sacré d'honorer les victimes en refusant de détourner le regard de ceux qui leur est infligé. Les habitants de Gaza souffrent bien plus que je n'ai jamais souffert et probablement bien plus que je ne souffrirai jamais. Mais à ma modeste et tout à fait imparfaite façon, je peux essayer de veiller à ce qu'ils ne souffrent pas seuls. À la hauteur du regard d'une personne, de l'attention d'une personne, de la révérence d'une personne, je peux m'assurer que le monde ne leur tourne pas le dos. Je peux m'assurer que de cette hauteur, ils ne sont pas oubliés. De cette façon, même si les autres efforts que je peux fournir échouent, même si nos efforts collectifs échouent, même si les mobilisations n'aboutissent pas, même si nous ne parvenons pas à ouvrir un nombre suffisamment Dieu et à exercer suffisamment de pression au niveau approprié, alors au moins leur mort, leur préjudice et leur détresse ne seront pas passés inaperçus, ne seront pas invisibles, ne seront pas sans valeur, ne seront pas sans témoin. Je ne détournerai pas le regard parce que ces vies comptent et que j'ai le devoir de les honorer. Je ne détournerai pas le regard car cela reviendrait à accorder aux salauds ce qu'ils souhaitent.
Je ne détournerai pas le regard, car même dans mon impuissance à aider, j'ai encore le pouvoir de témoigner. Je ne détournerai pas le regard, pour la même raison que lorsque mes proches meurent, je leur tiens la main et reste à leur chevet jusqu'à ce qu'ils soient partis. Même si nous ne pouvons rien arrêter, nous pouvons au moins partager notre témoignage. Nous leur devons au moins cela. Merci Marie-Jo pour ce témoignage très émouvant. Bravo à vous. Juste vous dire qu'il y a quand même des victoires et que parfois les mobilisations payent. Elles ne payent pas autant qu'on le voudrait, mais les mobilisations payent. Et je voulais vous parler d'une victoire. Je vais demander à notre avocat, maître Tamouz El-Doura, de se rapprocher. Il vous a parlé de l'action sur Tony Parker. Je pense que ça vous parle tous. Vous avez donc suivi cette victoire-là. Cette victoire-là, nous la devons à maître El-Doura. Et bravo à lui. Donc je vais donner la parole. Bravo à toi. Bonjour à tous. Merci pour ces applaudissements, mais je voudrais rappeler que ces applaudissements, on les doit d'abord au peuple palestinien, à ses martyrs, à sa résistance, à sa résilience, parce que c'est eux qui nous enseignent chaque jour qu'est-ce que c'est qu'être un humaniste, qu'est-ce que c'est qu'être un résistant, qu'est-ce que c'est que combattre pour la justice dans le monde. Alors ces applaudissements et cette victoire, comme tu dis Lila, elle est d'abord celle des Palestiniens. Je rappelle, pour celles et ceux qui peut-être n'ont pas suivi l'action, il y a 1 mois et demi, on était ici à ce rassemblement même et j'étais venu présenter une initiative du collectif Villeurbanne pour la Palestine qui s'opposait au tournoi qui devait avoir lieu en Israël en septembre sur l'organisation de Tony Parker et de son complice Ofer Yané, un homme d'affaires israélien, président de l'Hapoel Jérusalem. Ils voulaient aller jouer en Israël en septembre, comme si de rien n'était, alors qu'à quelques kilomètres de là, les enfants palestiniens, les femmes palestiniennes, les civils palestiniens étaient bombardés à Gaza. Comme si de rien n'était, et pour montrer que c'était normal, qu'on pouvait jouer au basket tranquillement à Tel Aviv, alors qu'on massacre les civils palestiniens. Après 1 mois et demi de mobilisation, effectivement du collectif Villeurbanne pour la Palestine, mais aussi de tous les partenaires que je voudrais remercier ici. Donc évidemment il y a le collectif 69, évidemment il y a le mouvement BDS France, évidemment il y a Urgence Palestine, l'association France-Palestine Solidarité, on s'en met 69, et que si j'en oublie, il m'excuse, mais en tout cas, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la campagne que nous l'avons menée en étant unitaires, en étant tous ensemble, et c'est comme ça qu'on a gagné. Donc hier, le club de basket LDS Asvel a annoncé qu'il se retirait du tournoi en Israël. Il a annoncé qu'il faisait cela dans un souci de neutralité face à un contexte géopolitique instable. On a vu effectivement des prises de position un peu plus courageuses, mais c'est une victoire, on prend. Et effectivement, il y a mon confrère tout à l'heure qui me rappelait ce qu'on peut exiger aujourd'hui du collectif du club LDS Asvel, mais aussi de Tony Parker. Ce sont des excuses publiques, c'est un amendement de la part de ce monsieur qui a blessé des milliers de fans à Lyon et ailleurs, des citoyens de Villeurbanne qui se sont dit mais qu'est-ce qui va nous entraîner dans cette bataille, qu'est-ce qui va nous rendre complices des crimes israéliens commis à Gaza et ailleurs. Alors aujourd'hui, je ne vais pas être trop long, mais je vais vous dire qu'il y a des batailles comme ça que l'on peut mener, qui sont stratégiques, qui sont unitaires, que l'on peut arriver à gagner. Et donc j'aimerais qu'aujourd'hui tout le monde, tous ceux qui sont ici présents, mais aussi peut-être les passants qui se sont arrêtés et qui nous écoutent, qu'ils rejoignent un collectif, quel qu'il soit, qu'ils se mobilisent
et qu'ils viennent grossir les rangs des militants qui se mobilisent chaque semaine, comme le collectif 69 et autres, et qu'ils prennent courage dans cette petite victoire, modeste victoire, mais victoire quand même, et qu'ils se mobilisent, et que oui, on peut aujourd'hui combattre l'indignation, combattre la collaboration avec Israël, on peut remporter des victoires, et on peut mettre fin à cette complicité avec les crimes israéliens. Merci Tammuz. Je voudrais juste compléter par rapport aux organisations. Comme on dit, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Pardon. Je suis membre, moi, je représente Euro-Palestine. Je voudrais vous en parler aussi. Malheureusement, je ne peux pas être au four et au moulin, je suis souvent au collectif. Je vous invite à aller sur europalestine.com au niveau des informations. Pourquoi je vous parle aussi de mon organisation? C'est parce qu'ils sont sur le terrain parisien depuis le 7 octobre, non-stop. C'est la seule organisation qui appelle toutes les semaines, non-stop sur Paris. C'est la seule organisation qui a eu autant de procès et qui a en moyenne 2 voire 3 procès par an par le lobby. Nous avons aussi des procès que nous gagnons. Nous gagnons beaucoup de procès. Nous avons gagné contre Teva, nous avons gagné aussi contre M. Éric Zemmour aussi. Ça, il faut le dire. Tous ces procès-là, ce sont les procès que nous avons nous remportés à Euro-Palestine. Et juste pour information, cet après-midi, Euro-Palestine qui a lancé le rassemblement a été interdit. Ça fait 2 rassemblements de suite sur Paris. Voilà, donc juste pour l'information. Donc, merci à Tammuz, mais je pense qu'il faut aussi pas être trop modeste. La Svel, ça reste quand même une victoire, et nous la prenons avec la question palestinienne, que nos ambitions doivent être quand même très relatives, et que ça fait partie des grandes victoires pour moi, donc je te remercie quand même. Et je voudrais juste, avant de passer la parole à Catherine de la FPS, je voudrais juste évoquer quand même la situation en Cisjordanie très rapidement, parce qu'elle va venir en parler tout de suite dès que j'ai terminé. Je voulais parler, moi, de la situation des prisonniers. C'est vrai que les prisonniers actuellement sont livrés à eux-mêmes. Ils vivent actuellement des choses absolument horribles, les prisonniers. Il y a actuellement 10 000 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Il y a eu énormément de personnes qui ont été kidnappées de Gaza. Et sachez que dans les prisons israéliennes actuellement, il y a énormément d'enfants qui ont été kidnappés à Gaza et qui sont actuellement dans les prisons. Rien que ça devrait nous faire bondir. Rien que ça, on ne peut pas accepter, on ne peut pas tolérer que des enfants soient actuellement torturés. Ils sont torturés comme si ça ne suffisait pas. Et on en relâche quelques-uns et on les renvoie à Gaza. Les parents ne les reconnaissent plus. Ils ne reconnaissent plus leurs enfants quand ils retrouvent leurs parents, quand leurs parents sont encore vivants. C'est absolument atroce, c'est horrible ce qu'il se passe. Et je crois que les mots ne sont pas suffisamment forts. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse sur les prisonniers, parce que c'est la résistance, elle est aussi là-bas. Et je tiens quand même à rendre hommage à la résistance palestinienne. Et vive la résistance du peuple palestinien! 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 Parce que quand on habite en Palestine, déjà ne serait-ce que le fait d'y habiter est un acte de résistance. Donc, comme le disait Tammuz, les Palestiniens nous apprennent et nous enseignent tous les jours, ils nous apprennent quelque chose. Ils nous apprennent c'est quoi résister. Grâce à eux, on démasque tout le monde. Je veux dire, c'est la jauge. La question palestinienne est la jauge. C'est-à-dire que quand vous demandez à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses de la question palestinienne? S'il te dit, oh, j'ai pas d'avis. Ça, c'est une position. Donc la question palestinienne, c'est elle qui révèle exactement la vérité de tout à chacun. Merci à vous. On va passer la parole à l'AFPS pour nous parler de la situation aussi catastrophique en Cisjordanie. Catherine, je vais te demander de te rapprocher. Elle est là depuis tout à l'heure. Ah.
Oui, je vais vous lire un communiqué de notre mouvement national, l'association France-Palestine Solidarité, qui date de 2 jours, mais qui est malheureusement, on le sait, toujours d'actualité. Alors qu'Israël poursuit implacablement le génocide à Gaza depuis bientôt 11 mois, le 28 août, donc il y a 3 jours, à 1h du matin, Israël a lancé une opération militaire de très grande ampleur en Cisjordanie occupée, opération honteusement appelée camp d'été. Camp d'été. Selon les médias israéliens, cette nouvelle campagne d'éradication, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, devrait mobiliser des milliers de soldats et durer plusieurs jours. Elle est d'une ampleur inégalée depuis la répression de la seconde intifada de 2000 à 2004. Cette offensive est lancée alors que le 19 juillet, la Cour internationale de justice a statué que l'occupation par Israël du territoire palestinien est illégale et qu'elle doit cesser le plus rapidement possible. Depuis le 19 juillet, aucun des alliés et soutiens inconditionnels d'Israël, dont la France et l'Union européenne, n'a manifesté la moindre intention de mettre fin à l'impunité d'Israël et de le contraindre de mettre fin à cette occupation illégale. Le message a été reçu 5 sur 5 par Israël. Un feu vert pour aller au-delà de l'occupation et concrétiser l'annexion de facto de la Cisjordanie. Les chefs militaires israéliens ont informé les Palestiniens que les portes de l'enfer étaient ouvertes. Le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré qu'il s'agissait d'une guerre totale et qu'Israël doit faire en Cisjordanie ce qu'il fait à Gaza. Transférer temporairement la population des lieux ciblés. Les Palestiniens savent depuis 76 ans ce que veut dire un déplacement prétendument temporaire. Il s'agit d'un nettoyage ethnique sans retour possible. En quelques heures, 5 gouvernorats, dont ceux de Naplouse, Jénine, Toubas et Tulkarem, et la moitié de la Cisjordanie, étaient sous le coup de l'invasion militaire. Au moins 12 Palestiniens avaient été assassinés, 17 24 heures après, victimes de bombardements aériens sur leurs maisons ou véhicules ou de tireurs d'élite. Parce qu'on parle de l'armée d'Israël, mais il y a aussi les colons qui sont armés et qui font tout ce qu'ils veulent. Cible prioritaire, les camps de réfugiés où la résistance à l'occupation est particulièrement active. En quelques heures, ce sont les camps de Balata et New Askar à Naplouse, mais surtout de Jénine, de Nour Shams à Tulkarem et de Al-Farha à Tubas, qui ont subi les attaques les plus violentes avec des assassinats ciblés, la destruction des infrastructures des camps, arrestations et interrogatoires de masse, fouilles des maisons, blocage des hôpitaux et des centres de soins, détention des personnels médicaux, rupture des communications du Croissant Rouge, appel aux habitants à quitter leur maison. Il est clair que dans l'esprit du gouvernement israélien, le génocide en cours depuis le 7 octobre à Gaza ne se limitera pas à la bande de Gaza.
Israël ne fait pas la guerre au Hamas. Il fait la guerre à tout le peuple palestinien. Il est clair qu'il s'agit ici, et c'est ça qui est grave, du prélude à une opération beaucoup plus vaste dont l'objectif est l'annexion définitive de la Cisjordanie. En s'en prenant prioritairement aux foyers de résistance que sont les camps de réfugiés, c'est une tentative de soumission de la Cisjordanie que vise Israël. C'est mal connaître la détermination du peuple palestinien qui n'aura de cesse de faire valoir son droit à l'autodétermination. Rappelons que la Cisjordanie est un territoire occupé et qu'Israël, puissance occupante, en vertu de la 4e Convention de Genève, doit assurer la sécurité de la population qu'elle occupe. Au lieu de cela, elle y impose un régime d'apartheid, y opère un nettoyage ethnique constant, des destructions massives et colonise toujours plus de terres. Rappelons également que la population palestinienne vivant sous occupation militaire a le droit de résister à cette occupation comme elle l'entend dans le cadre du droit international. Avec de plus en plus d'arrogance, Israël franchit toutes les lignes rouges les unes après les autres sans la moindre réaction de ses alliés. Les pays occidentaux portent une énorme responsabilité. Par leur silence et leur inaction, par leur refus de sanctionner Israël, ils se rendent de fait complices des crimes de guerre israéliens, des crimes contre l'humanité et de non-prévention de génocide, ainsi que de l'occupation illégale de la Palestine. Il faut d'urgence contraindre cet État au respect du droit et apporter protection au peuple palestinien. Merci Catherine, merci à toi. Avant de passer la parole à l'Union juive française pour la paix, je voulais juste rebondir sur ce que disait Catherine. Effectivement, Israël et les lois, ça s'entend pas, ça fait pas bon ménage, hein, ça on l'aura compris. Israël se place au-dessus de toutes les lois, quelles qu'elles soient. Donc ça, on l'aura bien compris et merci de l'avoir une fois précisé parce que c'est une réalité qui fait qu'Israël se sent tout permis. Je voulais juste évoquer, avant de passer la parole à l'UJFP, il y a la semaine, commence aujourd'hui je crois, à Avignon, il y a un festival de la photographie. Avignon qui s'appelle Visa pour l'image, quelque chose comme ça. Pas Avignon, pardon, je vous dis des bêtises. À Perpignan, excusez-moi. C'est à Perpignan. Donc il y a, et le lauréat de ce festival est un Palestinien de Gaza, Louay Ayoub. Je tiens à le féliciter. Louay, je suis en lien avec lui, il est sorti de Gaza, il est actuellement au Caire. Il devait rejoindre le festival de Perpignan, dont il est le lauréat, comme je vous disais, et dans plusieurs autres villes de France. Il allait venir sur Lyon pour exposer ses photos, sauf que la France ne veut pas lui délivrer de visa, sous prétexte que les raisons qu'il a évoquées, honte à la France, hein, vraiment au gouvernement. Israël, assassin, Macron, complice. Israël, assassin, Macron, complice. Israël, assassin, Macron, complice. Je vais passer la parole à notre charmante Nicole qui va nous parler au nom de l'UJFP. Elle va faire court. Merci. Oui, bon, alors, je représente, vous savez, l'UJFP, qui est une association juive antisioniste. Alors,
je vais vous parler, on a beaucoup parlé c'est normal, de Gaza, je vais un peu vous parler de la France. Alors en ce moment, des synagogues, des mosquées, le racisme est une plaie ouverte dans notre société. Après la synagogue de Rouen, celle de la Grande Motte a fait l'objet d'une attaque odieuse d'un incendiaire. Nous disons tout net, l'antisémitisme est une plaie ouverte dans notre société. Toute attaque raciste contre des juifs est un crime. À Saint-Martin-des-Champs, dans le Finistère, en janvier dernier, à Bayonne, à Lyon, à Bron dans le passé, des mosquées ont fait l'objet d'attaques odieuses d'incendiaires. Nous disons tout net, l'islamophobie est une plaie ouverte dans notre société. Toute attaque raciste contre des musulmans est un crime. D'après les premières informations dont nous disposons sur l'auteur du crime, il aurait évoqué Gaza et brandi un drapeau palestinien. Ceux qui attaquent les Juifs en pensant défendre les Palestiniens mettent en réalité un coup de poignard dans le dos du peuple palestinien, transforment une guerre coloniale en guerre religieuse, ce qu'elle n'est pas. Et c'est toute la solidarité pour la Palestine qui est bâillonnée. Des manifestations pour la Palestine ayant été interdites samedi 24 août, et d'ailleurs on nous l'a annoncé également aujourd'hui à Paris. Il faut combattre l'antisémitisme avec vigueur, mais comment? Certains, comme le CRIF, refusent qu'on importe, soi-disant, le conflit israélo-palestinien en France. Mais leur discours, en réalité, justifie le génocide de Gaza en amalgamant le soutien au peuple palestinien à de l'antisémitisme. S'en prenant violemment à la gauche anticoloniale. Leur attitude qui favorise l'identification juive égale israélien met en danger les juifs et les juifs de France et qui, de par le monde, se prononce de plus en plus contre ce génocide, comme en témoigne l'appel juif international qui a été lancé le 22 août 2024. De plus, l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme pour cibler les musulmans est une politique gouvernementale qui n'aide en rien les juifs, bien au contraire. Nous lutterons contre l'antisémitisme en continuant d'agir aux côtés des personnes racisées, collectivement contre le racisme. Nous lutterons contre l'antisémitisme en continuant de dénoncer le racisme, y compris celui de la société israélienne, des militaires israéliens à Gaza et plus largement d'une grande partie de la société israélienne. Bravo Nicole, merci pour ce rappel et ces précisions pour éviter tous ces amalgames. Avant de passer la parole à notre ami du BDS, je voudrais juste vous rappeler le rendez-vous de la semaine prochaine. Est-ce que tout le monde connaît le rendez-vous de la semaine prochaine? Alors la semaine prochaine, il y a la grande manifestation de rentrée qui sera à 15h place Bellecour. Il y a de fortes chances pour qu'elle soit unitaire parce que vous connaissez la situation actuelle du pays. Il y a donc de programmer certainement une manifestation avec d'autres organisations. Nous vous tiendrons au courant. En tous les cas, notez sur votre agenda, samedi prochain à 15h, place Bellecour. Il y a de fortes chances aussi, le président du collectif va prendre la parole tout à l'heure pour conclure. Il va vous parler aussi d'une autre histoire qui va vous révolter. Et cette histoire fera peut-être l'objet d'un rassemblement aussi qui sera programmé entre-temps. Je vais maintenant, sans plus tarder, passer la parole à Michel du collectif du BDS, Boycott des investissements sanctions, qui va nous donner un peu d'informations sur les campagnes en cours. Merci à elle, je passe la parole à Michel.
tous. Alors, je voudrais d'abord rappeler que BDS, boycott des investissements, sanctions, c'est une stratégie internationale. C'est une campagne qui a été lancée en 2005 par la société civile palestinienne. Boycotter, c'est dire non, on ne peut pas, non à Israël. On ne peut pas avoir de relations commerciales, culturelles, économiques avec un État qui pratique l'apartheid et un génocide. Et la Cour internationale de justice vient de déclarer que le BDS n'est pas seulement un droit, mais une obligation. Vous voyez ça, c'est une belle avancée. Voilà la réponse à tous ceux qui cherchent à nous interdire, ceux qui continuent à soutenir l'apartheid et se rendent complices du génocide en cours. Alors le boycott, il concerne des produits étiquetés Israël et confisqués aux Palestiniens et les entreprises qui investissent en Israël. Et le boycott marche. Là, on vient de voir la victoire sur l'Asvel avec Tony Parker. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il annule sa participation. On peut dire qu'il y a quand même, c'est dû en partie quand même à la mobilisation, à la pétition, un appel au boycott, même s'il y a aussi le contexte là-bas, le contexte sur place qui n'a peut-être pas non plus encouragé à y aller, quoi. Mais il y a quand même la campagne qu'il y a eu. Il y a aussi la campagne Puma. Puma, à la fin de l'année, le contrat devrait se terminer avec l'équipe de foot israélienne. C'est une lutte de 6 ans. Depuis 2017, on a mené la campagne. Il a fallu 6 ans pour arriver à gagner. La même chose pour Orange. Orange, il a fallu 6 ans aussi pour gagner. Et Orange, c'était quand même une grosse société. Et on a gagné quand même. Donc, il y a plein de victoires. C'est des victoires qui devraient dissuader tous ceux qui veulent se lancer dans des relations périlleuses avec Israël. Mais Carrefour, lui, il n'a pas vu le risque. Carrefour, il a eu la mauvaise idée d'investir en 2022 en Israël et dans les colonies. Ah, maintenant, il s'en mord les doigts. Carrefour a dû renoncer à ouvrir ses propres magasins avec son enseigne. Après, il a racheté des franchises avec Electra Consumer, où il pouvait vendre ses produits en tête de gondole. Mais maintenant, il semblerait qu'il ne peut même plus mettre ses produits dans les magasins franchisés. Donc, c'est une belle victoire intermédiaire. Voilà. Carrefour, ça ne passe pas au niveau international. Là, vraiment, là, c'est une image, l'image du groupe qui se dégrade. Et mercredi dernier, on a fait une action à Carrefour Vénissieux. Donc on a vu un responsable du magasin qui nous a dit que le chiffre d'affaires à Vénissieux Carrefour avait baissé de 17%. Alors ils sont très inquiets, très inquiets. Le personnel aussi. Mais bon, après, nous, on dit que c'est un bon pas à prendre ses responsabilités et à se désengager d'Israël. Bon, donc on va continuer avec Carrefour, on va continuer à leur mettre la pression. Là on va prévoir un agenda voilà, bien fait, bien rempli pour continuer à les embêter. Et il ne faudra pas 6 semaines là, il ne faudra pas 6 ans pour qu'ils dégagent d'Israël. Je pense que ça se fera plus vite que ça. Et nous venons de rencontrer une belle victoire contre les institutions financières complices du régime israélien. C'est la multinationale française d'assurance AXA qui a dû vendre ses investissements dans toutes les grandes banques. C'est en 2019 que la campagne contre AXA a commencé. AXA avait investi dans Elbit Systems, le numéro 1 de l'armement israélien. Puis peu à peu, AXA a revendu toutes ses parts pour plus de 20 millions de dollars dans 3 banques israéliennes. Et là, le 24 juin, AXA s'est désengagé en raison de pression externe pour mettre fin aux crimes contre les Palestiniens, mais non pas en raison du prix du marché. Donc c'est bien le boycott qui a marché. Donc la pression du BDS marche. Oui, il est possible de vaincre. Le BDS fonctionne et nous avons vaincu AXA et bien d'autres entreprises. Nous pouvons l'emporter
dans de nombreuses autres luttes pour la responsabilisation des entreprises dans la poursuite de la liberté, de la justice et de l'égalité. Alors on va s'attaquer à la BNP. La BNP, bon, on sait que la colonisation ne peut pas exister sans la contribution des banques. Les grandes banques, elles sont derrière la colonisation, elles apportent le fric, elles apportent des milliards. Elles jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement, la pérennité et l'expansion des colonies. BNP, c'est le financeur européen, le premier financeur européen, avec 22 milliards de dollars. C'est des milliards, là. AXA était dans les millions. Et là, BNP, c'est des milliards. 22 milliards. Et là, c'est là-bas. Et là, Israël, l'économie israélienne va mal, donc ils font appel. Ils lancent, Ils ont fait une levée de fonds. Il faut une levée de fonds de 8 milliards. Et qui est-ce qui répond? La BNP. La BNP abonde encore pour 2 milliards. Donc BNP, BNP, on ne te lâche pas. Hein? Bon, eh bien, voilà, donc on va continuer à mettre la pression. Micro. Non, mais je vais terminer. Il faut vraiment qu'on continue les boycotts, qu'on soit nombreux dans toutes nos campagnes, dans toutes nos initiatives, voilà, contre Carrefour, contre la BNP et partout aussi. Voilà. Israël génocidaire, Carrefour partenaire. 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 Israël génocidaire. Merci beaucoup. Nous allons accueillir maintenant Pascal qui va nous faire un scénario un petit peu pour changer un petit peu la forme de l'intervention cet après-midi. Il est pressé Pascal, hein. Tiens, je te passe le micro. Allez, bonsoir à tous, shalom, hi everybody. Bonjour aux passants aussi, hein, il y a peut-être des gens qui s'arrêtent en sortant des carrefours. J'invite les 4 collègues à me rejoindre. Est-ce que vous êtes en colère? Parce que parfois, la source de cette colère, c'est de sentir qu'il y a des gens qui disent rien, des gens qui ne font rien, des gens qui n'écoutent pas, des gens qui ne veulent pas voir. Et là maintenant, c'est vous qui allez faire ça. Est-ce que vous savez qu'on a un Palestinien, une Palestinienne parmi nous aujourd'hui? Vous ne voyez pas son visage. Ça, c'est le travail de plusieurs dizaines d'années d'Israël. Détruire la culture, détruire les territoires, détruire le rapport à l'histoire, les mosquées, les musées, détruire la culture du peuple. C'est pour ça que vous ne voyez pas ce Palestinien. Il manifeste sa souffrance, et face à ça, il y a des gens, des pays, qui font semblant de ne pas voir. De ne pas voir. Et maintenant, c'est vous qui allez le faire. Je m'adresse au tiers de l'assistance. Vous qui êtes de là à là, on va couper le camembert en 3. Vous faites ce geste. Et je vous invite à le tenir pendant les 2 minutes qui viennent. Vous faites ceux qui ne veulent pas voir. À vous. Et il y a ceux qui refusent d'entendre. D'entendre le bruit de ceux qui perdent leurs proches, de ceux qui agonisent, de ceux qui sont hospitalisés et qui souffrent, d'entendre cette petite fille que vous avez vue dans les décombres de Gaza. C'est véridique, l'immeuble a été bombardé, elle est survivante, elle est encore couverte de poussière, elle plonge le regard dans le regard de son papa et elle lui dit, bien sûr en arabe, Baba, explique-moi, c'est la réalité ou je suis en train de faire un rêve? Refusez d'entendre cela. Maintenant, vous qui faites dans ce deuxième tiers, vous restez à faire ce qu'ils ne voient pas. Vous n'entendez pas. Et vous allez faire ceux qui refusent de prendre la parole. C'était l'introduction de Lila tout à l'heure. Ce Palestinien, cette Palestinienne souffre. Il y a déjà ceux qui refusent de le voir, ceux qui refusent d'entendre, et maintenant ceux qui refusent de prendre la parole. La parole, vous attendez souvent de vos voisins, des associations, de votre maire, du président du département, de la région, évidemment des chefs d'État, et on ne peut plus de l'Union européenne. Donc voilà, à vous de faire ces 3 gestes. Musique, on finit en musique, je vous invite à tenir cette posture encore 1 minute.
bravo, bravo à Pascal pour ce petit break. Merci à vous pour votre participation. Merci Jérôme et bienvenue pour ton retour. Chers amis, d'abord merci d'être présents encore une fois aujourd'hui à Lyon. Et merci à tous les amis qui, semaine après semaine, au cours de tout cet été, ont porté haut le flambeau de la Palestine et les droits du peuple palestinien et les droits du peuple de Gaza. Donc merci à vous et merci à tous ceux qui ont œuvré tout au cours de l'été. Et malheureusement cette fin d'été est tristement identique, en pire, avec ce que nous avons connu depuis maintenant plusieurs semaines et depuis plusieurs mois. Nous avons maintenant coutume de dire que nous ne pensions pas un seul instant, après le 7 octobre, que nous en serions encore là aujourd'hui, à réclamer le minimum du minimum, c'est-à-dire un cessez-le-feu permanent, et le minimum du minimum, c'est-à-dire l'arrêt de la guerre contre le peuple palestinien. Alors, merci encore une fois au fond du cœur à vous pour ce combat et cette pugnacité au fil des semaines. Alors, dans les semaines justement qui viennent, nous resterons et nous amplifierons cette mobilisation à l'approche des 1 an de génocide en cours à Gaza. Alors, vous le savez, Lila vous en a parlé, samedi prochain, il y a de partout en France des manifestations pour la démocratie, puisque nous en sommes là aujourd'hui en France à manifester pour la démocratie et à s'opposer au déni de celle-ci. Alors, informez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site, bien sûr, du collectif, mais nous serons d'ores et déjà annoncer une manifestation la semaine prochaine, et je pense que nous travaillons à une manifestation, bien entendu, la plus large possible, unitaire, qui en même temps défende la démocratie en France et qui en même temps défende les droits du peuple de Gaza et du peuple palestinien et qui s'oppose au génocide en cours à Gaza. Donc on se rassemblera et on manifestera, bien entendu, la semaine prochaine, encore plus nombreux et plus nombreuses. Et puis, nous avons appris, il y a quelques jours, que dimanche 8 septembre, c'est-à-dire dimanche de la semaine prochaine, à 10 h du matin, sera remis la médaille des Justes à une famille lyonnaise. Donc autant dire que les Justes, vous le savez, c'est une médaille qui a été créée par Israël pour reconnaître ceux et celles qui, au cours de la dernière guerre, avaient œuvré pour et avaient défendu et avaient, au péril de leur vie, pu s'opposer et sauver des Juifs durant la dernière guerre mondiale. Rappelons que l'État d'Israël n'existait pas à cette époque. Oui, il faut commémorer et reconnaître la justesse de l'engagement des Justes durant la dernière guerre, mais aujourd'hui, les Justes sont ceux et celles qui s'opposent au génocide à Gaza. Aujourd'hui, les Justes sont ceux qui, comme ces jeunes Israéliens, refusent de servir sous le drapeau d'Israël. Aujourd'hui, les Justes sont ceux qui réclament depuis 11 mois l'arrêt du génocide à Gaza et qui lèvent le drapeau de la Palestine. Voici ce que nous avons à dire au maire de Lyon et nous demandons instamment que ne viennent pas à l'hôtel de ville de Lyon souiller du sang des Palestiniens l'ambassade d'Israël en France, sachant que la membre de cette ambassade qui va venir et qui devrait venir, mais nous espérons qu'elle ne vienne pas, cette représentante d'Israël et de l'ambassade d'Israël à Paris
s'affichent sans vergogne en tenue militaire sur les réseaux sociaux. Alors, la place des génocidaires n'est pas à l'hôtel de ville de Lyon. Les justes doivent être honorés comme il se doit, sans s'abîmer avec les fascistes israéliens. Et encore une fois, nous demandons le retrait pur et simple de la présence de cette ambassadrice de la haine et de la violence. Et nous continuerons ce combat qui nous paraît des plus justes. Alors, voilà nos rendez-vous à venir, voilà ce que nous avons, et puis nous aurons bien entendu beaucoup d'autres échéances, parce que le crime est continu à Gaza, parce que les images sont à nouveau et toujours et depuis 11 mois totalement insoutenables, parce que le gouvernement français continue de s'abîmer dans un silence et dans une objective complicité que nous ne pouvons admettre et nous ne pouvons supporter. Voilà, Palestine vivra, Palestine vaincra, et merci encore à tous et à toutes. Palestine vivra, Palestine vaincra, 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 Palestine vivra, Palestine vaincra. Alors, si cet événement a lieu et que ces criminels de guerre viennent là-bas juste à côté, j'espère qu'on sera là pour dire que nous sommes tous des Palestiniens. Nous lui dirons à cette criminelle qui n'hésite pas, cette ambassadrice, à s'exposer sur les réseaux avec son uniforme de guerre et son fusil, et elle viendra là juste à côté, accueillie par Monsieur Grégory Doucet. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte à Grégory! Et nous lui dirons, Grégory qui ne veut toujours pas hisser le drapeau palestinien, nous lui dirons que nous sommes tous des Palestiniens et nous le ferons entendre.